Bonjour très chers auditeurs, on est ravis de vous retrouver. On vient de perdre un micro, mais ce n'est pas grave, je pense qu'il survivra. Alors aujourd'hui, on a la grande joie de retrouver notre animatrice historique, voilà, qui est un petit peu chez elle dans le studio. Tu commences à t'habituer, ma chère Patricia Penaud, bienvenue. Bonjour Nathalie, bonjour à tout le monde. Oui, c'est vrai, ça fait un certain temps que je viens au studio, donc je m'y retrouve un peu comme à la maison, comme on dit. Et puis c'est vrai que pour l'anecdote, alors moi je le répète souvent en riant, et quand je parle de la radio, je parle de toi, puisque au commencement, la radio ne réunissait peut-être que les 2-3 personnes, et dans ces 2-3 personnes, le chef d'ici, la personne de la pub et peut-être une personne qui s'était égarée sur le site. En tout cas, à ce moment-là où nous n'avions personne pour nous écouter, nous avions déjà Patricia Penaud, donc j'ai toujours un plaisir à le rappeler, voilà, que tu étais là au commencement et que tu es toujours là 5 ans et demi plus tard. Ah oui, déjà, tu vois, moi j'aurais dit 2 ans, comme quoi l'espace-temps est vraiment différent. Et puis quand on aime, ça passe très vite. En plus. C'est l'avantage de l'instant présent finalement, le temps n'a plus d'importance. Parfois, parce qu'il y a d'autres moments où il va avoir de l'importance. Alors, ma chère Patricia, nous avons choisi un joli thème qui nous semblait important d'aborder, toi comme moi, le thème de l'indépendance affective. Alors oui, nous allons prendre le contre-pied de cette idée de dépendance affective et parler de l'importance. Aujourd'hui, on va parler en positif, l'importance d'être indépendant affectif. Alors, est-ce que c'est un thème, toi, avec lequel tu as travaillé? Est-ce que c'est quelque chose que tu vois s'incarner chez les personnes que tu accompagnes en séance, cette problématique ou cette envie, en tout cas, sachant qu'on va parler plutôt du côté positif, cette envie des gens de se sentir indépendants, effectivement? Alors, c'est vrai que c'est un thème qui nous touche tous dans le sens où nous avons tous besoin d'amour. Et nous avons tous besoin d'amour, et au démarrage de la vie, on va chercher l'amour où ça? On va chercher l'amour chez ses parents, chez les autres. Et donc, on va avoir envie de reproduire, qu'on en soit conscient ou pas, ce besoin d'aller chercher l'amour chez l'autre, en n'imaginant pas un seul instant qu'on peut s'abreuver de cet amour à l'intérieur de soi. Or, quand on regarde dans un processus de connaissance de soi et pour aller de mieux en mieux finalement, on va avoir à faire ce chemin-là. Ce chemin de trouver l'amour en soi pour fortifier et renforcer sa confiance en soi qui va nous permettre de nous épanouir et d'aller vers notre autonomie. Ça, c'est le travail de fond qu'on a à faire pour aller vers l'indépendance affective. Mais on n'a pas que ça, il n'y a pas que l'intériorisation, il y a aussi l'extériorisation. Et nous avons besoin de savoir comment créer du lien, qui n'est pas un lien qui nous inhibe, qui nous renferme, mais un lien qui nous permet de construire ensemble, de nous familiariser, de nous connaître pour nous épanouir. Il y a ce double chemin quand on veut aller vers l'indépendance affective. Manque de bol aujourd'hui, on voit bien qu'on est, même si on veut rester sur le thème positif, on voit bien qu'on est quand même beaucoup dans les dépendances affectives parce qu'on ne sait pas faire autrement. Et c'est un monsieur, Karpman, probablement que certains en ont entendu parler, qui a mis en exergue ce fameux modèle relationnel de fonctionnement qui est très générateur de dépendance affective entre le persécuteur, la victime et le sauveur. Je pense que les rôles peuvent être connus même s'ils sont dits autrement. Et si on veut gagner en indépendance affective, quand on regarde bien sur le terrain, et c'est ce que je constate avec les gens que j'accompagne en individuel ou aussi en groupe, dans les formations, qu'à partir du moment où il y a une personne qui décide d'aller vers son indépendance affective, donc ça veut dire choisir d'arrêter de jouer ce jeu psychologique qui est pour autant inconscient, sinon si c'est fait consciemment, on est dans la pathologie à mon sens, mais qui se place inconsciemment, eh bien à partir de là, on va décider d'arrêter de jouer et ça veut dire qu'on va reprendre son autonomie en main, ça est dans une posture qui se veut être assurément confiante et remplie d'amour.
Alors, est-ce que finalement, tout à l'heure tu parlais de l'envie ou du besoin d'être aimé, est-ce que ça c'est un problème? Ou est-ce que finalement, je pense que c'est Frédéric Lenoir qui disait ça, que pour commencer à s'aimer, il faut d'abord être un être aimable par les autres? Alors je dirais que tous les sens sont possibles. C'est-à-dire que pour commencer à s'aimer, c'est vrai qu'on peut avoir le chemin de l'autre me reconnaît, m'aime, et donc je vais me nourrir de ça, et du coup je vais me dire je suis peut-être pas si mal que ça. Si l'autre m'aime, je peux donc m'aimer. C'est un chemin. Mais pour autant, on voit des fois des circonstances de vie où l'amour n'est pas tel qu'on aurait envie de le vivre, et on va s'intérioriser à ce moment-là pour aller chercher de se dire mais si l'autre ne m'aime pas comme j'aimerais être aimé, comment je peux faire pour m'aimer davantage? À mon sens, il y a vraiment les deux aspects. Et quand je vois sur le terrain ce qui se passe, je retrouve ces deux aspects-là. C'est-à-dire, voilà, j'ai un amour de moi qui est un peu pauvre, je ne l'ai pas construit, je vais avoir mon compagnon, ma compagne, mes amis, mes collègues qui vont m'envoyer des super strokes positifs, des super messages positifs, et à condition que je les accueille, à ce moment-là, petit à petit, ça va me faire briller mon blason personnel, et du coup, je vais me dire, ben ouais, je suis aimable. Mais pour autant, il y a d'autres circonstances de vie où l'amour qui est donné n'est pas un amour du sentiment, mais plus un amour, je dirais, ce qui n'est déjà pas si mal que ça, hein, mais de survie. C'est-à-dire, je donne à boire, à manger, j'habille mon enfant, donc je lui dis d'une certaine manière que je l'aime, mais c'est pas le sentiment, c'est pas le toucher. Donc, l'être que nous sommes, nous avons besoin de cet amour du sentiment, de cet amour intérieur. Et si on ne l'a pas, on va possiblement retourner vers soi, se disant mais où est-ce qu'il est cet amour? Comment je peux faire pour le trouver? Il y a les deux aspects, à mon sens. Selon les histoires de vie des uns et des autres. Parce que quand on parle du domaine affectif, nous tout de suite, on a tendance à rattacher ça au domaine amoureux, mais ça va bien au-delà, parce que c'est vrai que par dépendance affective, on se retrouve parfois à choisir des métiers où nous sommes dans la lumière, on a besoin de recevoir l'amour des autres, je pense aux artistes, aux chanteurs, aux personnes qui montent sur scène en général, et qui parfois rejouent en effet ce profond besoin d'être aimés, et qui sont, vis-à-vis de leur public, vis-à-vis de l'amour qu'ils reçoivent d'inconnus, dans une forme aussi de dépendance affective. C'est-à-dire que ça peut aujourd'hui se retrouver dans la sphère amoureuse, dans la sphère du couple, mais également dans toutes les sphères de notre vie, cette problématique de dépendance. Oui, en sachant que là encore, c'est pas parce qu'on a envie que l'autre nous aime que forcément on va générer de la dépendance. On va générer de la dépendance parce que en soi on a un manque quelque part et que l'autre va venir combler notre manque. Voilà, comme on peut avoir pour les gens qui fument, nos capteurs sont saturés pendant un certain temps avec du tabac. Quand il y a plus la nicotine, on a ce besoin d'aller rechercher l'objet pour nous faire du bien. Donc, dans cette idée-là, bien sûr que si on a l'impression d'avoir un grand vide à l'intérieur de nous, un énorme manque, on va vouloir capter ça, et puis ça va nous combler un petit peu, mais pour autant, on sentira qu'il y a toujours un fond comme ça qui est présent de vide, et en plus, la plupart des gens ne sont pas à l'aise avec le vide, donc un vide se doit absolument d'être comblé, et ceci le plus rapidement possible. Donc on peut aller chercher comme ça partout ailleurs. Mais en même temps, quand on commence à faire ce chemin de se dire mais comment je peux mettre plus d'amour en moi finalement? Où est-ce que je peux le trouver, cet amour en moi qui va me faire grandir? C'est comme l'eau pour lesquelles on arrose les plantes. L'amour, ça nous amène à vivre du sentiment intérieur d'entièreté, de complétude, qui nous amène à être dans le plus de joie. On peut, et c'est même bon, d'accueillir l'amour de l'autre. Mais pour autant, c'est pas un amour qui va venir combler un manque, dans lequel cas on sera dans de la dépendance, mais un amour qui va venir amplifier et se mettre en interrelation, en mouvement dans cette interrelation du deux ou du multiple, quand tu parles des acteurs, du grand multiple, qui vont venir produire quelque chose de grand dans un champ inconscient et qui nous nourrit 10 000 fois plus finalement que l'amour restreint venant combler un vide en nous.
Oui, finalement, c'est la faille qu'il faut prendre en compte. Peu importe, c'est-à-dire que si, à partir du moment où on a une faille, on va chercher à la remplir, et que ce soit dans la sphère professionnelle, comme tu le disais, mais on peut très bien, si je suis ton raisonnement, être très connu et avoir un métier où on reçoit l'amour des autres, mais sans que ce soit maladif. Exactement. Et du coup, on parle plus de dépendance, on parle d'interrelation. Tu vois, indépendance. Pour certaines personnes, l'indépendance fait que j'ai plus besoin de l'autre et je peux, je suis hermaphrodite et je peux me nourrir moi-même. Mais en même temps, c'est pas juste parce que nous sommes dans un monde d'interrelation. Donc, nous pouvons générer de l'interdépendance qui n'a pas le sens péjoratif de la dépendance qui vient combler le manque. Nous avons besoin de ça, mais pour aller vers cette indépendance, il y a quelque chose de grand à apprendre, c'est l'apprentissage du recevoir. Or, on voit bien que là aussi, on a envie de donner, et puis en même temps, on a envie d'aller prendre pour combler. Donc, on est un peu à côté de la plaque finalement. Donc, comment je peux donner, bien sûr, et là où j'ai envie de donner, mais comment je peux recevoir ce que l'autre va me donner, quel que soit l'autre finalement, et c'est là où, peu importe les relations dans lesquelles je suis. Pourquoi parfois c'est si compliqué de recevoir l'amour, les compliments, enfin ce que nous offrent les autres? Alors merci, parfois on peut le dire, à certaines formes d'éducation, à certaines formes de croyances qui finalement nous ont orientés vers le fait si on s'ouvre à recevoir, on peut paraître égoïste. Donc, du coup, ne recevons pas et donnons au maximum pour ne pas être considérés comme dans cette forme égoïste. Donc, on sait très bien donner. Hein, je pense à certains modèles de religion. Et donc, finalement, peut recevoir. Donc ça, c'est déjà un modèle éducationnel qui n'est pas dans l'accueil et dans ce recevoir. Après, on peut aussi mettre ça sur le dos des expériences, de certaines expériences de vie, qui fait que pour autant on investit, pour autant on a bien envie de recevoir, mais ce qu'on reçoit de la vie, on a l'impression que ce sont toujours des baffes et des claques. Alors à un moment... à moins d'être archi-maso, on a envie plutôt de fermer les portes du recevoir en disant au moins si je me ferme dans cette possibilité de cet amour qui va faire mal, parce que il y aura peut-être une déception derrière, donc forcément ça va me bousculer, autant pas en recevoir. Comme ça au moins je suis tranquille. Mais pour autant, du coup, je passe dans une forme de neutralité à la vie. Et la vie, c'est pas ça. L'existence, c'est pas être neutre. On a besoin, pour construire cette indépendance affective, d'être à l'aise avec le vide, le manque, le chaos. Or, tout ça, c'est mis de côté parce que on brigue l'harmonie, l'équilibre, et c'est que vers ça qu'on va. Mais en même temps, quand on regarde, par exemple, quand on marche, si tu restes dans l'équilibre et la stabilité, tu ne bouges pas. Tu es obligé de créer un déséquilibre en levant un pied, par exemple ton pied droit. Mine de rien, c'est un déséquilibre. Maintenant, tu peux avoir fortifié la force dans ta jambe gauche, qui fait que tu n'es pas déstabilisé par ça. Et du coup, tu vas avancer ton pas droit. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Tu as fait du mouvement. Et le mouvement, c'est la vie. Et parce qu'on a peur finalement de maintes diverses, on va s'immobiliser. Le chaos, c'est pareil. On se dit oh là là, le chaos, mais j'ai pas envie d'être dans le chaos. Alors le chaos, ça peut être plein de choses, le chaos émotionnel, un déménagement, enfin tout ce qui va changer de nos habitudes de vie. Mais pour autant, si tu veux boire un thé et que tu mets de l'eau dans une casserole et que tu n'allumes pas le feu dessous, que l'eau bouge pas, elle se met pas en chaos, tu n'auras pas d'eau chaude. Si tu veux de l'eau chaude, tu dois allumer le feu. Tu vas avoir des bulles qui vont c'est comme ça s'émoustiller, tu vois, et ça va générer de l'eau chaude. C'est le chaos. Ouais. Et après tu le verses dans ta tasse et là tu mets ton sachet de ce que tu veux, de thé, de tisane, et qu'est-ce que tu vas avoir? Tu vas avoir un breuvage harmonieux qui va te faire du bien. Mais pour autant, tu as été quand même obligé de générer du chaos. Alors ça veut pas dire qu'il faut rester dans le chaos, mais il faut accepter l'idée que le chaos est nécessaire pour le mouvement de la vie. Et le troisième élément dont je parlais, qui est le vide, le manque, le vide plus exactement, on est de rien.
au sens naître. Notre flamme première, notre idée première de conscience, elle vient du rien, elle vient du vide. On retrouve le même processus dans l'aspect de la créativité. La créativité ne peut se mettre en place parce que tu acceptes d'être dans le vide et dans le rien et de laisser émerger quelque chose. Or, pour aller dans cette indépendance affective qui va s'alimenter sur l'amour et la joie, tu dois accueillir et recevoir ce rien qui est en toi, être à l'aise, de préférence, et laisser émerger ce qui doit émerger et qui est naturellement là. On voit que c'est pas forcément toujours simple et facile à cause de ces a priori, de ces préjugés pour lesquels on a été éduqué d'une certaine manière parce que ça fait peur, et puis pour lequel finalement beaucoup de voies de développement spirituel nous les fait mettre de côté. C'est-à-dire on brigue l'harmonie, la stabilité et tout ça, mais pour autant si on fait que ça, on va s'ennuyer et on va voir qu'on n'avancera pas. Parce que la vie, c'est fait de tout ça. Et puis finalement, je pense que peut-être qu'on part avec une quête de stabilité au commencement, mais je pense que très vite on se rend compte que ce qu'on aime aussi dans la vie, c'est cette déstabilisation permanente, c'est de se sentir un peu toujours comme sur un fil et de sentir que la vie, comme elle traverse, elle passe à travers nous, dès qu'on avait un peu l'idéal de trouver comme ça, tu vois, une zone de confort, on se rend compte qu'on n'est pas très heureux de ça et qu'on aime bien qu'elle vienne nous déstabiliser de nouveau pour aller vers l'inconnu, pour laisser croître aussi la surprise, l'émerveillement de se découvrir soi encore un petit peu différent, encore un peu évolué, de se lancer des défis, de les relever et de pouvoir évoluer. Et l'évolution, en effet, n'est pas quelque chose de stable et je pense que plus on évolue, plus on se dit qu'on est quand même des êtres d'instabilité totale. Mais c'est vrai que en t'écoutant, je trouvais ça très intéressant parce que quelle difficulté de faire face au vide, au manque et au chaos. Quelle difficulté, mais pour autant, quelle nécessité, comme tu le soulignais, pour aujourd'hui être dans une forme d'indépendance affective et d'indépendance tout court. Ouais. Oui, tout à fait, Nathalie. C'est vrai, c'est difficile parce que mais c'est possible. On n'a pas appris ça, mais c'est possible. Ça ne veut pas dire que ça sera fingers in the nose, n'est-ce pas? Mais que on a avec déjà ce qui va être important, c'est l'intention, c'est-à-dire la volonté d'accepter cette dualité qui fait partie de nous. On ne peut pas aller au-delà d'une dualité si on ne l'accepte pas au démarrage. Ça, ce sont des principes qu'on connaît un peu partout en formation, je dirais en psychologie. Si tu as une fuite dans le toit et que tu la reconnais pas, que tu ne l'acceptes pas, qui sont deux étapes différentes, tu ne pourras pas la réparer. Hein. C'est ce qui va nous permettre d'arriver à une tierce possibilité. Nous sommes des êtres duels, que nous le voulions ou non. Nous sommes soumis à une lune et à un soleil, du jour et de la nuit. De ce fait-là, nous sommes duels. À partir de là, comment peut-on accepter le fait qu'il y ait de la dualité partout, chaos, harmonie, c'en est une, ombre et lumière, c'en est une autre, etc., etc., pour arriver à dépasser ça et à se mettre, non pas dans un temps différent, mais à se mettre dans un espace différent. Et aujourd'hui, il y a trois, je dirais aussi, grands champs qui vont nous aider, qui peuvent être des questions qu'on peut porter à l'intérieur de nous-mêmes. À chaque question, il y aura des réponses, forcément, si on s'ouvre un petit peu et qu'on observe ce que la vie va nous ramener au retour de ça. Nous avons besoin de mobiliser notre énergie, et l'énergie n'est pas duelle, elle est. Nous avons besoin de créer de l'espace, et l'indépendance affective va pouvoir se mettre dans cet espace intérieur de liberté, et nous avons besoin de mettre de la conscience. Énergie, espace et conscience sont trois ingrédients qui vont nous aider à aller vers l'indépendance affective si nous choisissons ce thème-là, mais quels que soient les thèmes que l'on peut choisir. Comment je peux me mobiliser dans mon énergie pour finalement atteindre le but que j'ai envie d'atteindre? Comment je peux mettre de la conscience sur ce que je suis en train de vivre pour accepter de lâcher ce qui m'encombre et accepter de recevoir et d'accueillir ce qui me fait du bien? Et comment je peux me placer dans un espace différent de vie et pas dans un temps linéaire chronologique de vie. C'est pas pareil. Espace et temps, c'est pas la même chose. Est-ce que finalement, on devrait tendre à simplement avoir envie et plus être dans le besoin? Est-ce que c'est là où est la subtilité, c'est entre l'envie et le besoin?
Si tu veux, le besoin fait partie de nous. Nous avons un corps physique. Le corps physique a des besoins qui se doit de satisfaire. Après, c'est toute l'harmonie, la facilité ou la difficulté à satisfaire son besoin et accepter d'accueillir la frustration. Parce que si ton besoin n'est pas satisfait, tu vas te sentir frustré. Et une grande question, c'est comment on est capable de gérer la frustration, parce qu'elle fait aussi, pour l'instant, partie de la vie, et en même temps ne pas être que dans le surdosage de satisfaction du besoin, parce que la frustration est très difficile à vivre, parce que ça nous crise de l'intérieur, ça nous stresse de l'intérieur, ça nous amène de l'angoisse, de l'anxiété existentielle, mais le trop plein du besoin va nous amener de l'endormissement et de l'immobilisme. Donc l'envie, je dirais, peut passer du stade du désir, parce que si tu as une envie qui n'est pas satisfaite, ça crée de la dépendance. Si tu arrives à finalement te placer dans un autre espace intérieur que celui de l'envie, qui peut être du désir, et de regarder comment tu peux satisfaire ton désir, tu verras qu'il y a plein de possibilités différentes. Par exemple, si tu as faim, c'est ton besoin, tu peux avoir absolument envie d'un pain au chocolat, mais si t'as pas ton pain au chocolat, tu vas être frustré. Mais si tu passes dans le registre du désir, tu peux satisfaire cette faim de maintes manières. Ça peut être par des fruits, par autre chose, et le désir te ramènera probablement à quelque chose de plus sain, moins axé sur l'angoisse existentielle, plus axé sur la réalisation existentielle. Ouais. Écoute, je pense qu'on pourrait conclure là-dessus. C'est vrai que c'était un sujet très important, enfin là qui nous touchait, et parce qu'on en parlait, et c'est vrai qu'on a décidé de se laisser un petit peu guider vers ce qui nous semblait important sur lequel communiquer aujourd'hui. Alors ma chère Patricia, ces conseils sont à mettre en application. Finalement, la vie, c'est aussi de l'expérience, c'est du pratique, tous les jours au quotidien, à travers des outils. Donc des outils, toi, tu en proposes à travers évidemment déjà ta pratique de la sophrologie, mais aussi des stages que tu organises, qui sont même des treks en fait, où tu proposes aux gens d'aller se reconnecter un peu aux éléments. Explique-nous. Oui, c'est ça. Donc j'organise 2 à 3 fois par an des séjours, des randonnées qui allient la découverte de la nature et en même temps des moments de sophrologie, à l'extérieur dans la nature, mais aussi à l'intérieur dans des belles salles de formation, avec l'idée d'un thème. Alors là, par exemple, on vient de faire le thème du lâcher prise en juin, qui faisait suite au livre sur 4 étapes et je lâche prise, et le CD qui est sorti des exercices de méditation guidée sur ce thème-là. Donc il y a d'ailleurs un petit diaporama qui est sur le blog Authentique et Libre que vous pouvez aller consulter, qui est facile à voir, qui donne un peu l'ambiance et les témoignages du lieu. Et le prochain, donc en octobre, du 3 au 5 octobre, qui va être aussi dans le pays d'Hôte, entre Bourgogne et Champagne, sur le thème de la force du temps. Donc plein de découvertes, des surprises, des bons moments. Alors c'est vrai que c'est de 12 à 14 personnes participants maximum, avec les hébergements sur place, pour que justement le groupe reste convivial et qu'on puisse avoir des beaux partages et des belles découvertes. Et puis sinon, au quotidien, évidemment, là on parlait du CD de méditation, mais la pratique de la méditation, de méditation guidée, de sophrologie aussi. On peut suivre, alors sur la radio, il y a eu à de nombreuses reprises des émissions que vous avez là à dispo si vous souhaitez vivre, et notamment avec toi, parce que tu nous as fait des séances de sophrologie guidée. La sophrologie, on le rappelle, est un outil extraordinaire d'évolution personnelle et un outil de prise en charge globale finalement. Oui. Tout à fait, qui va être très aidant, parce qu'on va développer non seulement la connaissance du fonctionnement de son corps et du fonctionnement de son mental, et en même temps, comment on peut mettre tout ça en cohérence. Donc on met de la conscience, on crée de l'espace et du sentiment à l'intérieur de l'espace. Comment peut-on provoquer en soi de la joie, du côté heureux, ou du calme, ou de la sérénité. On peut provoquer ça en soi, ça rejoint tout à l'heure ce qu'on disait. On peut aussi aller provoquer en soi du sentiment d'amour, et pour le coup, ça contribue largement à l'indépendance affective dont nous parlions depuis le début de l'émission. Et puis face au vide, au manque et au chaos, pourquoi
pourquoi pas dans un premier temps déjà y mettre de la respiration. Je pense que ça peut être une étape importante. C'est vrai, on le rappelle, et c'est un des outils de la sophrologie, un des outils un peu stars et phares de la sophro, mais c'est un outil de vie qui devrait nous accompagner au quotidien. Et je pense que le commun des mortels, et je suis la première, et à chaque fois, c'est vrai, quand on dit des choses, on se les rappelle aussi à soi, mais on devrait démarrer une journée en prenant le temps de respirer dans son ventre, dans son cœur, dans son corps en général, et dans son âme. Voilà, ce serait déjà un temps entre soi et soi primordial. Ouais. Et comme je le dis toujours, ça coûte pas cher et ça peut rapporter gros. Donc prenez soin vraiment de vous, mettez de la respiration dans votre vie et acceptez de mettre du mouvement dans votre vie. C'est primordial à l'heure où nous en sommes actuellement dans l'évolution de conscience générale. Très chère Patricia, si l'on souhaite te contacter, on peut le faire par mail. Bien sûr. pa.penaud@orange.fr, c'est ça? Tout à fait. Ouais, bravo. On t'embrasse, on te souhaite un merveilleux été. Et puis on te retrouvera à la rentrée avec une grande joie. Chers auditeurs, on vous embrasse, on vous souhaite une très belle journée à tous. Plein de gros bisous à tout le monde. Au revoir, bonnes vacances.